Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Madame, Monsieur, bienvenue à cette émission de Zoom Appalaches, la première émission studio pour cette nouvelle saison. Et je débute avec un rendez-vous qui est en voie de devenir un rendez-vous annuel, alors que j'ai comme invité Madame Lucie Rochefort, qui est directrice de l'organisme La Croisée. Madame Rochefort, bienvenue. Merci de votre accueil à votre émission. Alors, fait plaisir de vous recevoir et c'est pratiquement toujours dans le même cadre. C'est en préparation de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. Oui, exactement. Alors, d'abord, il serait peut-être bon de rappeler aux gens ce qu'est la Croisée. OK, la Croisée, c'est un regroupement de parents et amis qui ont à vivre avec une personne atteinte de maladie mentale. Donc, on parle de parents, père, mère, frères, sœurs, enfants qui ont à vivre avec un parent qui a des problèmes, conjoints, conjointes, tous les membres de l'entourage, des amis aussi, qui connaissent quelqu'un qui a une maladie mentale. OK. Vous n'intervenez pas sur la personne concernée directement qui est atteinte de la maladie mentale? C'est certain que si la personne vient nous voir pour avoir des renseignements, on va y répondre, là, on va l'accueillir, mais notre mission première est avec les membres de l'entourage de la personne. Alors que l'intervention directe sur le malade se fait par d'autres organismes. Oui, c'est ça. Ici, dans la région, c'est plus l'organisme communautaire Le Havre, qui est un groupe d'aide et d'entraide pour les personnes qui vivent avec la maladie, puis qui font qui rendent plein de services aux personnes qui vivent ces maladies-là. Et il y a l'intervalle qui est une maison d'hébergement et de transition en santé mentale, donc qui vient en aide aux personnes qui sont malades, et le Centre intégré santé-services sociaux, qui aussi a une équipe santé mentale à l'hôpital, une unité psychiatrique, qui viennent en aide aux personnes qui sont malades. Nous, la Croisée, c'est vraiment pour les membres de l'entourage. OK. Et la Croisée est structurée de quelle façon? Vous me disiez, à micro fermé, c'est un organisme comme les autres organismes à but non lucratif. Oui, organisme communautaire subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, on a notre subvention récurrente depuis 20 ans qui fonctionne avec un conseil d'administration comme les autres organismes communautaires. Donc, formé de 7 personnes, dont 5 membres de l'entourage qui forment le CA, plus 2 membres qui croient beaucoup à la cause et qui sont sympathisantes à la cause. Et quand on parle de l'équipe de travail, bon, vous êtes directrice de la Croisée et vous avez 3 ou 4 personnes, particulièrement des intervenants, des intervenantes. Oui, présentement, nous avons un 4 jours semaine qui se partage avec 2 intervenantes pour 28 heures d'intervention. Puis moi, je suis à 35 heures au niveau de la direction et intervention. Et nous avons une secrétaire qui est à 3 jours semaine. Puis cet automne, depuis plusieurs années, nous n'avions plus de stagiaires et cette année, on recommence à avoir des stagiaires en éducation spécialisée, donc en collaboration avec le Cégep, qui a commencé la semaine passée. Un stagiaire 2e année en éducation spécialisée qui va être avec nous autres tout l'automne. Moi j'ai presque envie de vous poser une question qui pourrait paraître inutile. La Croisée, c'est très utile? La Croisée, c'est très utile et c'est nécessaire, moi, je pense. Quand les gens vivent des difficultés comme ils vivent, ça prend un endroit. Je parlais avec quelqu'un ce matin encore qui a vécu des choses très difficiles. C'était son conjoint qui était malade. Puis elle disait encore, si j'avais eu ce que j'ai eu quand j'ai eu la Croisée, ça faisait déjà plusieurs années que son conjoint était malade. Elle dit, j'aurais agi probablement autrement. T'sais. Puis peut-être qu'il n'aurait pas terminé ou vécu ce qu'il a vécu aussi difficilement. Bon, on fait ce qu'on peut là, avec les moyens qu'on a. Il y en avait très peu de moyens, comme je vous disais tantôt. Il y a plusieurs années, il y avait encore moins de moyens. Aujourd'hui, on a plus de moyens. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de tabous et de préjugés en lien avec la maladie mentale.
Mais je pense qu'un organisme communautaire, comme on voit avec les statistiques aussi, on voit avec les rencontres qu'on offre, on voit avec les services qui sont offerts, combien ça peut être aidant pour les personnes qui sont en détresse, parce qu'ils vivent beaucoup de détresse en lien avec la maladie mentale. Tu sais, la personne, elle vit de la détresse quand ça va pas bien, si la personne fait une dépression majeure, c'est la détresse, une détresse profonde. Si la personne vit avec la schizophrénie, c'est souvent de la détresse aussi quand il y a des périodes de crise, des périodes de désorganisation ou que la famille ne sait plus quoi faire. Ça prend de l'aide, là, tu sais. Quand il faut aller jusqu'à, comme nous autres, là, avec les membres de l'entourage, ça peut arriver qu'on aille jusqu'au au palais de justice pour aller chercher une requête pour une évaluation psychiatrique. Je vous dirais que c'est très difficile pour les familles de se rendre jusque-là. Et c'est des démarches on va évaluer tous les besoins. C'est sûr qu'on y va en dernier recours. Puis si on évalue que oui, il y a suffisamment de comportements qui peuvent être inadéquats et dangereux pour la famille ou pour la personne elle-même, on va aller jusqu'à les accompagner. On ne va pas faire la requête, mais on les accompagne au palais de justice. Et c'est difficile pour eux autres, là, tu sais. Fait qu'on est là en support, on est là pour les accompagner puis de dire, regardez, ce que vous faites, là, vous le faites, moi je dis tout le temps, c'est par amour que vous le faites, OK? Puis le juge, quand on arrive puis qu'on est obligé, le juge signe la requête. Il dit à la famille, il dit au conjoint, il dit aux parents. Vous savez que ce que vous faites, là, c'est sûr que la personne, sur le moment, elle ne sera pas contente de se faire ramener à l'hôpital, on va dire, de force. Hein? Mais il dit, sachez que vous le faites par amour, puis nous autres, c'est ce qu'on leur dit aussi. C'est vraiment une preuve d'amour que d'empêcher la personne qui fasse des gestes, des fois, qu'ils vont regretter. Hein? Est-ce qu'en 2015, le fait de prononcer maladie mentale, santé mentale, est-ce que les gens font encore un pas en arrière? Est-ce que les gens ont encore des préjugés? Oui, il y en a encore beaucoup. On aimerait mieux pas dire ce mot-là. Parce qu'il peut être péjoratif, hein? C'est quoi? C'est qui un malade mental? C'est qui? Comme vous disiez tantôt, avant, c'était la folie. Hein? C'était des gens, on disait, c'est des fous. Fait que, tu sais, je pense que notre éducation traîne encore à l'intérieur de nous autres. Fait que le mot « malade », mais si on est malade physiquement, on va le dire, on est malade physiquement, là. C'est une maladie. Les gens n'ont pas voulu ces maladies-là. Ils ont à apprendre à vivre avec ces maladies-là. Ce sont des maladies. Et nous autres, on est convaincus, en tout cas, qu'il faut garder le mot « maladie ». Parce que si tu parles... Tu sais, j'ai déjà entendu des gens dire il y a une maladie en santé mentale. Tu sais, ça marche pas, là. Hein? OK. On a toute une santé. Tu peux avoir une maladie mentale puis développer des comportements qui vont te permettre de vivre avec la maladie d'une manière très saine, là. Hein? Mais c'est une démarche. C'est une démarche vers l'acceptation, et je ne parle pas de résignation à la maladie, mais d'acceptation que tu vis avec une limite. Puis comment tu vas la vivre? Moi, je prends toujours comme exemple Martin Deschamps. Hein? Et il y avait des limites assez sévères, là. Je veux dire, il ne pouvait pas s'en faire pousser un bras, là, puis une jambe, là. Il a été obligé d'apprendre à vivre avec cette limite-là, mais il a appris avec un équilibre incroyable. Fait que, tu sais, si les gens reçoivent du support, de l'aide, puis que, tu sais, on laisse tomber il y a tellement de craintes encore aussi que la personne vive des préjudices par rapport à son travail, par rapport à son entourage, par rapport à l'école. Quand elle va à l'école, tu sais, on n'est pas pour en parler, on n'est pas pour le dire. Mais nous autres, ce qu'on se rend compte, c'est que plus on en parle, moins c'est difficile. Tu sais, moins tu as de préjugés, plus tu comprends ce que la personne vit, plus tu vas être porté à essayer d'aller chercher de l'information pour dire, OK, ça, je peux le faire, ça, il faut que je mette ma limite pour qu'elle devienne plus autonome, pour que je la laisse... Tu sais, mais tu vas avoir tendance à protéger parce que, tu sais, j'ai eu des gens qui ont protégé, avant que j'arrive, là, 20 ans, la maladie existait avant nous autres, là. Hein? Puis des gens qui protégeaient leurs proches, surprotégeaient leurs proches, parce que les personnes avaient vécu des choses pas agréables, là, tu sais, par rapport à la maladie mentale. On les surprotégeait, puis dans certains cas aussi, on les cachait, littéralement. Il y a encore plus longtemps, oui, c'est sûr qu'on les cachait, mais on cachait un peu toutes les problématiques aussi. Hein. C'est ça. Je veux dire, moi, je viens de Charlevoix, puis je me souviens très bien que plus jeune, il y avait une famille qui avait un enfant trisomique, on l'a pas vu jusqu'à temps que le père décède. Après ça, on la voyait sur la galerie. Après ça, on l'a vu à la messe.
Mais tu sais, c'était tellement caché, il y avait tellement de tabous puis de préjugés par rapport à toutes les différences. Et c'est Et heureux. là, Oui. C'est heureux que ça tombe, là. oui, bien en tout cas, on travaille fort dans ce sens-là, là, tu sais, pour faire diminuer les préjugés par rapport à... C'est sûr que tu sais, c'est difficile parce que ce qu'on voit à la télévision, dans les grands médias, souvent, ça va être des affaires d'éclat, là, tu sais, où ce que là, il y a eu des drames. Puis c'est vrai qu'il y en a des drames aussi, là, mais c'est pas toujours en lien avec la maladie mentale, tu sais. C'est ça. Des comportements, des fois, violents qui sont pas du tout en lien avec la maladie. Puis le quotidien, c'est pas nécessairement ça non plus, des drames puis des catastrophes. Non plus, non plus. OK. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples de maladies mentales? Parce que c'est beau de parler de maladie mentale, mais ça, c'est un terme générique. Oui. Est-ce que vous pourriez me donner des noms Bien, pour nous, à la Croisée, les regroupements de parents et amis, nous avons été certifiés en 2012 pour les 5 ou 6 principales maladies mentales. Mais si vous allez dans le nouveau DSM-5, qui est la Bible des psychiatres, c'est un dictionnaire, là, tu sais. Mais nous autres, les principales maladies qu'on rencontre ici aussi dans la région, je vous dirais à Québec, Montréal, peut-être c'est différent, mais ici dans la région des Appalaches, c'est surtout la dépression majeure. Ça peut arriver à l'occasion des troubles alimentaires qui vont amener vers d'autres problèmes de comportement. Ça va être les troubles de comportement qu'on associe aux troubles de personnalité. Parce qu'une psychologue qui m'avait dit, avant 18 ans, on parle de troubles de comportement, mais si ça persiste, bien, les gens peuvent développer des troubles de personnalité. Donc là, il y a plusieurs troubles de personnalité qu'on ne va pas toutes démêler aujourd'hui, mais ça rentre aussi dans les problématiques de santé mentale. On a la schizophrénie où la personne vit avec des hallucinations, que ce soit auditives, visuelles ou des délires ou des choses comme ça par période, là. Avec la médication, ça modère, ça tempère un peu les symptômes. Donc, la maladie bipolaire, ou ce que c'est un trouble de l'humeur, hein. On parlait de dépression majeure, mais eux autres, c'est plus des hauts et des bas dans l'humeur, très excessifs et très intenses. Donc, puis encore là. Ce sont pas mal les principales maladies qu'on rencontre, là, exceptionnellement. On ne rentrera pas dans la... Comme nous autres, la maladie d'Alzheimer, c'est pas considéré comme une maladie mentale, parce que c'est neurologique, là, la personne qui va venir nous faire la conférence a des enfants qui vivent avec le spectre de l'autisme, qu'on appelle. Ça non plus, c'est pas considéré comme une maladie mentale. Par contre, on en parlera un petit peu plus loin, pourquoi on l'a fait venir. Mais les principales maladies pour nous autres, c'est ça. Okay. Donc, les gens viennent nous rencontrer pour avoir de l'information. Là-dessus, on fait des groupes d'entraide, on a de l'information. Puis, OK. Une maladie physique se traite, se soigne, se guérit. Une maladie mentale, quel est le processus? Est-ce que c'est un peu la même chose? Est-ce que ça se répare? Moi, je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas vous répondre au niveau de la réparation de la maladie, mais ce que je vois, par contre, c'est quand les personnes... Il y a toute une démarche avec la maladie mentale qui des fois, peut être plus ou moins longue, OK? À cause, justement, des tabous et des préjugés. Mais si vous faites une dépression majeure, c'est sûr que au début, tu vas essayer de gérer ton affaire. Je dis gérer parce que on a eu un atelier où on parlait beaucoup de gestion aujourd'hui, mais en tout cas, c'est le mot qui me vient, là. Comment on peut s'adapter à la dépression? Bien, tu sais, au début, tu vas essayer de combattre. Hein? Ça se peut pas. Tu vas trouver toutes sortes de moyens pour essayer de combattre. Si tu vois que ça ne fonctionne pas, c'est sûr que tu vas consulter ton médecin. Puis lui, il va probablement te proposer des antidépresseurs qui peuvent t'aider pendant un temps à remettre un petit peu, à t'apaiser, puis à remettre un petit peu les deux pieds sur la terre, là, pour dire, OK, peut-être que j'aurais besoin de plus, d'une psychothérapie ou des choses comme ça. Si on parle de schizophrénie, bien là, les médecins vont plus aller vers des neuroleptiques pour diminuer les symptômes, mais on ne parlera pas de guérison nécessairement. Okay. C'est rare qu'on va parler. Au niveau de la dépression, on peut parler de la guérison. Le docteur Lamontagne, qui était un des premiers invités qu'on a eu au niveau du comité d'organisation, il était venu nous faire une conférence à la Polyvalente, je pense en 1996. Puis il a fait il était le président de la Fondation des maladies mentales, puis qui disait la dépression se traite et se traite très bien, mais il faut mettre toutes les chances de son côté. Mais tu peux guérir la dépression, mais tu vas peut-être rester avec des fragilités, mais tu peux en guérir. Mais tu sais, j'ai connu des gens, une personne avec qui j'ai travaillé dans le temps, qui avait fait une dépression majeure, qui était obligée d'aller jusqu'aux électrochocs. On dit, c'est pas rien, là, tu sais. Mais si elle venait avec vous parler aujourd'hui, là, elle serait comme n'importe qui. Mais elle se connaît, puis elle sait qu'elle a des fragilités, donc il faut faire attention.
la schizophrénie, la maladie bipolaire, c'est pareil. C'est des médicaments qui vont tempérer les symptômes, qui vont permettre à la personne de pouvoir vivre son quotidien, de pouvoir travailler, de pouvoir fonctionner. Vous tenez une semaine de sensibilisation à la santé mentale, aux maladies mentales. Alors, cette semaine-là se tient quand? Et si on parlait du contenu des activités? La semaine de sensibilisation aux maladies mentales, cette année, est du 4 au 10 octobre. Puis, c'est pour ça que c'est important de démêler, parce qu'au mois de mai prochain, avril-mai, au mois de mai, il y a la semaine de la santé mentale. C'est différent. C'est vraiment différent parce que là, Okay. mais il y a des personnes, je ne sais pas si vous parlez de l'organisme Revivre, ils vont plus utiliser la semaine de la santé mentale, eux autres, pour parler de la maladie bipolaire et tout ça. Fait que, tu sais, ça vient confondant un petit peu pour les gens. OK. Mais nous, on a toujours maintenu qu'il y a une semaine provinciale. Donc, c'est une semaine provinciale de sensibilisation aux maladies mentales. Fait qu'on a toujours maintenu ce comité-là en disant que c'est la semaine de sensibilisation aux maladies. Cette année, c'est du 4 au 10 octobre prochain. Donc, Et votre activité majeure, si je ne me trompe, c'est une conférence. Oui. Où vous avez une invitée spéciale. Avec le comité organisateur cette année, on a pensé de demander Mme Guylaine Gay. Guylaine qui a fait quelques émissions de télévision, qui a fait un livre aussi, qui est en train de sortir un deuxième livre. Il y avait une personne qui est membre du comité qui l'avait vue en conférence, qui est infirmière, puis elle l'avait vue en conférence, puis elle disait ça pourrait être intéressant qu'on la fasse venir. Fait qu'on lui a demandé. Par contre, elle, ses fils, elle a 2 fils qui ont à vivre avec le spectre de l'autisme, qu'ils appellent. OK? Donc, pour nous, c'est pas des maladies mentales. Le spectre de l'autisme n'est pas considéré comme une maladie mentale. Fait qu'on a expliqué à Mme Gay que nous autres, il fallait faire la différence, là, tu sais, encore là. Donc, elle va venir nous faire une conférence sur les différences, parce que ces 2 fils, en plus d'avoir un spectre de l'autisme, ils ont un autisme qui est différent. Okay. Elle raconte dans son livre comment les 2 personnes sont complètement différentes et comment ça peut être difficile de vivre avec les différences aussi. Un enfant qui parle, l'autre qui ne parle pas. Fait qu'elle, elle va axer beaucoup la conférence sur les différences. Puis nous autres, ben c'est ce qu'on vit. Hein? Les personnes qui vivent avec une maladie mentale se sentent différents des autres. Les familles se sentent différents parfois des autres familles. Hein? On n'avait pas prévu ça, d'avoir un conjoint qui va développer la schizophrénie quand on ne peut pas prévoir ça. On ne peut pas prévoir non plus les parents qui ont des enfants qui vont développer une maladie mentale. Peu importe. Mais ils vivent la différence. Hein? Puis tout ce qui est différent, bien, il peut y avoir des préjugés. Puis elle, apparence, en tout cas, l'infirmière qui a vu sa conférence a dit très stimulante et très encourageante. Aussi, avec beaucoup d'espoir, mais beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, au niveau des services, au niveau, tu sais, parce qu'elle a des besoins aussi, comme les gens qui ont une maladie mentale. Ils ont besoin de services, puis tout ça. Donc, elle va venir nous parler de la différence. C'est sûr qu'elle va parler de la différence un petit peu qu'elle vit, elle, mais combien la différence peut être difficile parfois. Vous avez employé l'expression « développer une maladie mentale ». Oui. Ce qui veut dire qu'on ne naît pas nécessairement avec. Bien, c'est différent de l'autisme ou de la déficience intellectuelle, c'est sûr. OK. Comme je vous ai dit tantôt, je ne suis pas médecin. Bon, il y a une partie qui vont dire qui peut être un peu génétique, mais il y a des familles qui n'en ont pas du tout de schizophrénie dans la famille. Puis, bon, il peut y avoir une partie peut-être génétique, mais la plupart du temps, ça va se développer. Des fois, fin adolescence, là, les gens commencent à voir, mais encore là, ils ne vont pas diagnostiquer avant 18 ans, c'est sûr. Parce qu'il peut y avoir toutes sortes de raisons qui font que la personne a des problèmes. On parlait des troubles de comportement tantôt. C'est pas un trouble de comportement à adolescence ou plus jeune, pour toutes sortes de raisons, qui fait que tu vas développer un trouble de personnalité limite ou un trouble de personnalité narcissique. OK. Okay? C'est qu'il a dû se passer quelque chose qui fait que la personne aussi était plus fragile, plus vulnérable, on va dire ça comme ça, à ces problématiques-là. Plus vulnérable peut-être à la dépression, des fragilités. Hein? La personne a des fragilités, ça peut être génétique, mais ça peut être aussi des fragilités psychologiques. Hein? Puis ça fait que la personne va développer ces maladies-là. Donc, cette conférence-là sera le point majeur là, de votre semaine de sensibilisation. C'est sûr qu'on invite toute la population, c'est ouvert à tout le monde. Hein?
On rappelle l'endroit, le moment? La conférence de Mme Gay aura lieu au club de golf et curling de Thetford le mardi 6 octobre à 19h. Il y a des coûts? C'est vraiment gratuit, c'est offert à toute la population. OK. Toute la population est invitée à participer à cette conférence qui devrait être fort intéressante. Dans les autres activités de la semaine, on peut avoir quoi? Bien, ensuite, ça, c'est le mardi. Le lundi, puis le mercredi, la croisée, en lien avec, je vous disais tantôt, qu'on a une fédération qui regroupe près de 40 associations de parents et amis. Donc, ils nous demandent de toujours faire une activité en lien avec cette semaine-là, plus spécifique. Nous autres, ça a toujours été, depuis 20 ans, un kiosque d'information qu'on a tenu dans les centres d'achat, qu'on a tenu un peu partout. Mais depuis plusieurs années à l'hôpital et depuis quelques années au cégep. Puis cette année, pour 3 ans, la Fédération nous propose un thème, OK, au niveau de cette semaine-là. Puis cette année, ça va parler de l'autostigmatisation des membres de l'entourage. Fait que là, autostigmatisation, ça veut dire quoi? Hein? Mm-hmm. Bien, la personne qui vit avec une maladie mentale, souvent, on va la stigmatiser. Vous disiez tantôt, c'était des fous dans le temps. Hein? On les stigmatisait. C'est des malades mentaux. Hein? C'est un malade mental. C'est une façon de porter un préjugé sur la personne qui vit avec une maladie. Est-ce que moi, comme personne, membre de l'entourage, j'ai encore des préjugés, même si je ne veux pas? Est-ce que je me stigmatise moi-même? Moi qui suis mariée avec une personne qui est schizophrène. Okay. Moi qui ai un enfant qui a la maladie bipolaire. Moi qui vis avec un enfant qui est dépressif. Qu'est-ce que je pense de moi comme membre de l'entourage? Qu'est-ce que mes enfants pensent de nous comme famille, okay, comme membre de l'entourage? L'autostigmatisation, c'est qu'on prend le stigma qui est sur la personne, puis on se l'approprie. C'est un peu un sentiment de culpabilité, là. Pour certaines personnes, beaucoup de culpabilité. Okay. Tu sais, je parlais avec un monsieur, j'ai dit, qu'est-ce que ça vous dit, vous, l'autostigmatisation? Il dit, je ne sais même pas ce que ça veut dire, tu sais. Mm-hmm. Puis là, tu sais, on parlait de ça ensemble, on était un comité, puis tout ça, les groupes parents, puis c'est un monsieur qui est président d'une autre association, comme nous autres. Puis il dit, ouais, je pense que je me stigmatise, moi aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est-tu moi? C'est-tu mon père? C'est-tu mon grand-père? Ouais. Puis là, si c'est pas ma famille, d'abord, c'est ma femme. Puis là, tu sais, est-ce que je stigmatise ma femme? Tu sais, c'est quoi que je pense, moi? Fait qu'on va travailler là-dessus au niveau de nos kiosques avec ma collègue, Christina, qui a eu des idées un peu brillantes pour faire changement. Fait que, tu sais, on va travailler la population pour faire réfléchir un petit peu sur, oui, il y a encore des préjugés, puis oui, c'est quoi que je pense? Je vais-tu oser le dire, tu sais? Je vais-tu oser l'écrire? Okay. Puis le dire. Fait que ça va être nos kiosques. Puis le vendredi matin, bien, on a notre déjeuner annuel à la pizzeria du Boulevard. Donc là, tout le monde est invité. L'année passée, on a eu tout près de 300 déjeuners. 300 personnes qui ont payé le déjeuner qui est 6 $ pour boire non inclus à la pizzeria du Boulevard. Fait que là, on est là de 7h à 11h du matin. Et les gens sont invités à venir déjeuner. Là, ils commencent à savoir un petit peu. Ça fait plusieurs années là, qu'on offre notre déjeuner comme ça pour faire la sensibilisation. Puis cette année, en accord avec le comité, c'est qu'on fêtait le 20e anniversaire de la Croisée toute l'année jusqu'à fin 2015. Fait que cette année, en spécial, c'est qu'il va y avoir un apron qui a été proposé par la Croisée avec des témoignages de personnes membres de l'entourage qui sont sur le apron. Puis on va donner aussi un sac, mais là, je ne l'ai pas apporté, je n'y ai pas pensé ce matin, qui souligne le 20e anniversaire de la Croisée. On va le donner à tout le monde qui va venir déjeuner. Fait qu'on va faire la promotion de notre association en même temps. Bon, alors l'invitation est lancée. L'invitation est lancée à tout le Pizzeria monde. du Boulevard, le vendredi 10 octobre. Le 9 octobre. 9 octobre? Le 9 octobre, le vendredi. Le 10 va être trop tard. C'est le 9. Oui. Bon, et si on terminait avec les services que la Croisée offre aux bénéficiaires, aux utilisateurs. Aux utilisateurs, oui. Les membres de l'entourage, c'est mes membres. Il y en a qui sont... On a une catégorie de membres, mais les gens peuvent recevoir des services sans être membres, OK? Vous pouvez venir de 8h30 à midi, de 1h à 4h30. C'est ouvert, il y a quelqu'un qui va vous accueillir. Ça peut être sur rendez-vous pour des entrevues individuelles, OK? Les gens, tu as besoin de parler, tu as besoin de savoir quoi faire. Ça va pas, bon, là, on a des périodes difficiles, vous appelez, vous vous rendez directement, on va vous recevoir.
On a des groupes d'entraide sur des problématiques spécifiques, comme là, on a commencé la semaine passée, un atelier sur j'écris mon histoire, parce qu'en même temps, quand on écrit notre histoire, peut-être qu'on peut découvrir des choses. Puis on fait des échanges avec les autres personnes qui sont aussi au niveau des ateliers. Groupe d'entraide sur le trouble de personnalité, différents troubles de personnalité. On va expliquer les troubles de personnalité. Comment on peut apprendre à travailler avec, à mettre des limites, puis à s'adapter à ces problématiques-là. Fait que la croisée est vraiment les services diversifiés. Là, on a un programme répit-dépannage, des mesures de répit qu'on peut offrir au plan individuel, des mesures de répit qu'on offre aussi en groupe. Enfin, pour avoir plus d'informations, vous pouvez téléphoner au 335-11-84. Bon, et c'est situé à quel endroit? À l'ancienne église Saint-Noël, donc au 1197 rue Notre-Dame-Est, bureau 700. Alors, Mme Rochefort, on vous remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Puis on espère que votre semaine de sensibilisation va atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Merci à vous beaucoup. Alors, un gros merci. Alors, quant à vous, on vous remercie également d'avoir été des nôtres et on vous invite à une autre émission de Zoom Appalaches.